Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast L'AP au micro, le podcast de l'Association parisienne des étudiants en orthophonie. À travers ce podcast, vous allez pouvoir en apprendre davantage sur cette profession essentielle ainsi que sur ses différents domaines et axes de prise en charge. Vous allez également découvrir les différentes méthodes de rééducation ainsi que le matériel associé. Et enfin, vous pourrez aussi poser toutes vos questions sur notre compte Instagram APO Paris. Alors après cette pause estivale, c'est la rentrée de l'AP au micro. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode touchant et très personnel, centré sur le témoignage de Corinne. Celle-ci a accepté de partager son histoire à travers le système de soins et surtout ce que l'orthophonie a changé dans son quotidien. Donc parler de son parcours, c'est aussi donner une voix à celles et ceux qu'on entend trop peu et peut-être aider d'autres personnes à se sentir moins seules. Donc bonjour Corinne, merci beaucoup pour votre présence et d'accepter de nous raconter votre histoire. Alors avant de commencer cet épisode, on aimerait en savoir un peu plus sur vous. Donc est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonjour, j'ai 47 ans bientôt. Je suis enseignante dans le primaire et voilà, j'ai eu un problème au niveau de la voix il y a quelques années. Merci beaucoup. Donc on va pouvoir commencer. Est-ce que on peut revenir au début de l'histoire ? Donc quand est-ce que vous avez commencé à sentir qu'il y avait quelque chose à explorer, à comprendre ? Alors en fait, j'ai eu le Covid pendant la pandémie et moi mon symptôme c'était le larynx qui était comme des coups de couteau dans la gorge, donc très très douloureux. Mais comme ils étaient en pandémie, que tout était fermé et que ce qui était important c'était la respiration et les organes vitaux, donc on me demandait si j'arrivais à respirer, et comme j'arrivais à respirer, ils n'ont rien fait jusqu'au 18 mai, jusqu'aux sorties du confinement. Et ensuite j'ai fait le test Covid, donc ils m'ont dit que c'était ça. Et là, on a commencé à faire les examens parce que j'avais aussi une grande fatigue et puis des maux au niveau des jambes, des troubles. Et donc voilà, j'ai fait plein d'examens, mais la partie ORL est arrivée qu'après. Parce j'ai relu des articles, etc., et qui expliquaient qu'en fait, le côté corde vocale, ça a été vraiment mis en avant que plus tard, comme symptôme du Covid. Et donc après, ils sont intéressés à la partie ORL. Et là, j'ai eu en plus une opération à cause de polypes vaginaux où ils ont malheureusement touché ma corde vocale pendant l'intubation. Et ça a créé, donc là, je me suis retrouvée à faune. Et donc j'ai été en urgence voir un ORL qui m'a dit que j'avais déjà eu une agression de la corde vocale à cause du Covid, c'était un symptôme, et là ils l'ont paralysée en fait. Donc je me suis retrouvée avec une corde vocale paralysée, et là j'ai commencé mon parcours de soins au niveau de ORL. Ok. Et avez-vous tout de suite su que vous avez besoin d'un orthophoniste ? Non, parce qu'en plus l'ORL ne m'a pas indiqué qu'il en fallait un. Donc j'ai fait une fibroscopie et une laryngoscopie, je crois, enfin des examens plus appropriés. Et il m'a renvoyé chez mon généraliste qui m'a proposé lui un orthophoniste. D'accord. Et ça a été facile d'avoir un diagnostic et justement un rendez-vous après pour un bilan orthophonique ? Alors, non, mais par contre, ça aussi, je ne savais pas, c'est dommage. Mais quand mon médecin m'a donné l'ordonnance pour l'orthophonie, j'étais à Faune. L'ORL, lui, ne m'avait pas arrêtée alors que je suis enseignante en maternelle à l'époque. Ah oui. Donc, je lui avais dit que c'était un souci parce que je ne pouvais pas parler. Et il m'a dit, mais vous mimez. Alors, donc, j'ai été voir mon médecin généraliste qui m'a dit, non, ce n'est pas possible, il faut vous arrêter. Donc, je me suis arrêtée 2 mois. Et pendant ce temps-là, il m'a dit, il faut chercher un orthophoniste. Mais les orthophonistes, c'est pas vous que j'apprendrai ça, il y a une liste d'attente monstrueuse. Donc, j'ai appelé plein d'orthophonistes. Mais en fait, mon orthophoniste, quand j'ai laissé un message, parce qu'en fait, j'ai pas osé laisser des messages au départ. Et après, durant l'été, je t'ai dit, bon, je vais laisser quand même des messages. Et ça faisait déjà 6 mois que j'attendais. Et elle m'a dit qu'en fait, pour les fausses routes, parce que je faisais des fausses routes à cause de ma corde vocale, c'est une priorité et donc les orthos prennent beaucoup plus facilement. Donc j'aurais dû le dire que c'était par rapport à une intubation, que j'ai une paralysie, mais je ne savais pas qu'il fallait faire état de tout ça. Oui, évidemment. Donc elle m'a dit, donc je vous prends en priorité, et c'est vrai que les créneaux sont serrés, et donc j'ai pu être prise entre midi et 2, parce que c'est leur seul créneau qu'elle avait de libre. D'accord. Et avant justement de rencontrer cet orthophoniste, comment vous vous sentiez à ce moment-là ?
Alors, j'adore parler, c'est mon métier, et puis c'est aussi la communication, c'est quand même fondamental. Donc c'est vrai que je me suis pas sentie, c'était vraiment, je me suis sentie plutôt mal, beaucoup d'angoisse, et je me suis même mise au piano, ce qui n'a rien à voir, mais c'était pour essayer d'enlever mes angoisses. Et j'ai pas réussi parce que j'avais toujours le fait de pas pouvoir communiquer, être moi-même et puis aussi avoir peur, la fausse route c'est quand même vital. Donc de pas faire de fausse route c'est vital. J'en faisais plusieurs fois, je m'étranglais souvent et tout, donc j'avais du mal à m'alimenter, donc c'était très compliqué. Oui, j'imagine. Donc on a parlé justement de votre vie professionnelle et aussi par rapport aux fausses routes, etc. Quels ont été les impacts justement de ces troubles sur votre vie sociale et personnelle ? Alors j'adore sortir et je pouvais plus aller dans les endroits bruyants, les pubs, etc. Les bars, je pouvais plus y aller parce que sinon il n'y avait pas de communication. Dès qu'il fallait porter ma voix, je pouvais pas. Donc au niveau de mon travail, ça a été très difficile. D'ailleurs, je suis partie en élémentaire à cause de ça, mais c'est une bonne chose, ça m'a fait changer. Mais parce que en fait, la voix, quand on est en maternelle, on l'utilise encore plus que dans les autres niveaux d'enseignement. En plus, on est modélisant. Donc, il y a par exemple, là aussi je vous apprends rien, mais la grande section, c'est la syllabique, c'est plein de choses qui sont très importantes pour la lecture. Et si on ne les fait pas correctement, et ben on met en échec aussi des enfants, dans l'acquisition du langage écrit comme oral. Et donc, ça m'a mis au niveau social, je me suis sentie moins sûre de moi, je me sentais fermée, je me renfermais par rapport aux autres et puis donc c'était difficile. Oui. J'ai même arrêté de danser alors que j'adore danser parce que je me sentais pas à l'aise vis-à-vis des autres. Oui, on peut comprendre, c'est vrai que tout ça à la fois, c'est pas facile à vivre au quotidien. Et donc ensuite, vous avez pu rencontrer votre orthophoniste. Et comment s'est organisé le parcours de soins ? Est-ce qu'il y a d'autres professionnels aussi qui vous ont aidé ? Oui, alors mon orthophoniste m'a beaucoup aidée. Vraiment, ça a été pour moi à la fois une orthophoniste, une psy. Mais les autres m'ont aidé aussi, mon médecin généraliste m'a aidé, j'ai fait d'autres examens avec un neurologue, etc. pour savoir si j'avais des problèmes neurologiques dus au Covid. Et simplement l'ORL, ce n'est pas contre lui, mais c'est vrai qu'il n'a pas été dans l'accompagnement, il a été dans le diagnostic et ce qu'il faut faire, et encore même pas dans la prérogative d'aller voir une orthophoniste ou un orthophoniste. Donc, mais alors que mon médecin, il a été dans l'accompagnement parce que je trouve qu'au niveau de ma problématique, et c'est sûrement au niveau de plein de problématiques au niveau santé, il y a quand même une partie très psychologique de la personne. Si on ne l'accompagne pas au niveau psychologique, c'est compliqué après pour qu'elle puisse prendre en main ses soins, prendre en main sa santé aussi, et donc le mental, c'est important. Et l'orthophoniste, elle a tout de suite vu que j'étais très angoissée, et donc elle m'a fait des exercices de relaxation, des exercices par exemple, quelque chose qu'elle m'a dit de faire, c'est de fermer les yeux et des fois de compter jusqu'à 10 tout simplement, et de me reposer sur ce que je suis en train de faire, etc. Et ça, c'est vrai que ça marche. Jusqu'à maintenant, je le fais quand je me sens pas bien, et voilà. Oui, c'est vrai que c'est tout votre quotidien finalement qui a été chamboulé. Oui. Donc votre ortho, comme vous venez de le dire, vous a soutenu. Est-ce que vos proches aussi vous soutenaient beaucoup ? Alors oui, j'ai la chance d'avoir un garçon super et deux enfants super, et mon mari aussi. Alors ça leur, je suis quelqu'un, en général c'est moi qui communique beaucoup dans la famille, qui est très du coup la dynamique de la famille, et c'est vrai que là j'arrivais pas à avoir ce rôle, et donc ils ont réussi à m'aider, heureusement qu'ils étaient là. Et donc après, une fois l'orthophoniste rencontrée, quels étaient les objectifs et axes de travail définis ? Alors la première chose qu'elle m'a dit, ce qu'il faut qu'on travaille, c'est éviter les fausses routes, parce que c'est vital, et que donc à partir du moment où je me sentais plus en danger quand je me nourrissais, et elle m'a dit ça c'est déjà très très bien. Et après le deuxième objectif, c'était d'arriver à préserver ma voix pour faire mon métier, mais aussi communiquer avec les autres. Oui, donc c'est sûr que les fausses routes, c'était vraiment l'urgence. Et vous avez vu une différence avec les exercices de rééducation maintenant pour manger, tout va bien ?
j'implore tout ce qui peut être imploré, je n'ai plus du tout de fausse route. Donc après, peut-être que ça arriverait, je ne sais pas, mais oui, non. Ce que j'ai appris, ça m'a permis vraiment de maîtriser et de ne plus en faire, oui. Alors que j'ai toujours ma paralysie au niveau de la gorge. Ouais. Et ensuite, donc, des séances régulières ont commencé. Comment ça se passe une séance d'orthophonie vue de l'intérieur? Est-ce que vous pouvez nous raconter? Alors je suis arrivée, c'était une demi-heure. Elle m'a dit 45 minutes, ça fait beaucoup parce que comme en plus c'était entre deux, moi je travaillais le matin, elle travaillait l'après-midi, donc j'utilisais ma voix, donc elle m'a dit c'est beaucoup. Mais une demi-heure, je faisais des échauffements vocaux. J'apprenais à respirer, enfin respirer avec le ventre. Et aussi à porter ma voix sans la porter, enfin sans l'utiliser, sans crier, sans la forcer, oui, voilà, etc. Que ça passe pas là, que ça passe plus là. Donc plus dans le ventre que dans la gorge. Et puis j'ai aussi appris à faire des petits exercices par exemple, de faire l'alphabet ou de lire une histoire, mais avec comme si que j'avais la langue, avec la langue en haut, des choses comme ça, des exercices. C'était tout le temps coupé par plein de petits exercices et elle me disait que tous les exercices, il fallait que je les refasse tous les jours à la maison, 10 minutes. Voilà. Donc des fois, je m'entraînais avec la famille. Oui. Donc c'était vraiment des exercices concrets finalement que vous pouviez utiliser dans votre quotidien. Et on faisait aussi une partie où elle me montrait le corps humain, l'anatomie, et elle m'expliquait parce qu'elle m'a dit c'est comme tous les muscles, les cordes vocales, et toute cette partie c'est comme tout, il faut la connaître pour pouvoir la maîtriser. Donc elle nous m'a beaucoup expliqué comment marchait comment marchait toute cette partie. Et comment vous sentiez-vous au cours de ces séances? Le courant passait bien avec votre orthophoniste? Vous appréciez aller en séance? Oui, j'adorais ça. Même des fois, j'avais envie... Enfin, c'était le lundi, j'étais toujours pressée d'être le lundi. Pourtant, le lundi, c'est le début de la semaine. Mais là, j'étais pressée. Et par contre, ce qui était difficile, c'était de repartir travailler parce que ça fatiguait ma voix. Donc mais par contre, c'était vraiment bien. J'ai eu du mal à arrêter d'ailleurs. Quand elle m'a dit que c'était bon qu'on s'arrêtait là, j'avais peur de ne plus réussir seule. Mais voilà, j'ai réussi seule. Donc elle m'a dit de ne pas hésiter à la rappeler si besoin. Oui, elle reste à votre disposition. Oui, voilà. Et quelles ont été vos plus grandes difficultés ou défis à relever pendant votre prise en charge? Alors, mon angoisse. Mon angoisse de ne pas bien faire les exercices. Je suis une enseignante et j'aime bien que tout soit bien fait. Et du coup, l'idée de ne pas être... qu'elle me dise, alors qu'elle n'est pas du tout pour me juger, elle est là pour me faire progresser, mais moi, j'avais l'impression que des fois, je faisais pas bien, et si je fais pas bien, j'avais l'impression de ne pas progresser. Elle m'a dit, on progresse à notre niveau, chacun à son niveau. Et voilà. Et j'ai du mal avec la motricité de me concentrer sur deux choses en même temps. J'intellectualise tout. Donc, s'il faut lâcher prise et puis que mon corps réponde tout seul, c'est plus difficile pour moi. Et aujourd'hui, après 1 an et demi d'années de suivi, où en êtes-vous par rapport à la déglutition, la corde vocale, votre voix Alors, j'ai complètement... je pense que la rééducation m'a fait énormément de bien. J'ai récupéré vraiment de l'assurance et j'ai peur de le dire, mais j'ai l'impression d'avoir tout récupéré au niveau de mes capacités. Après... je ne sais pas, donc là c'est dans la durée, et puis, mais cette sensation j'ai de nouveau confiance en moi et j'ai l'impression d'avoir récupéré toute la motricité qui me permet de faire tout ce que j'ai besoin de faire. Tant mieux, en tout cas, on est super content si ça s'est bien passé. Et c'est vrai qu'on sait que parfois le parcours de soins il peut s'avérer long et conséquent, c'est vrai que tout le quotidien est bouleversé. Est-ce que parfois vous avez eu tout de même des moments de découragement? Oui, déjà ça a pris du temps avant d'avoir une ortho, de trouver quelqu'un qui me suive. Et puis quand on se sent, même si c'est à mon niveau, c'est simplement la voix et il y a plein de gens qui vivent des choses bien plus dures, mais n'empêche que ça m'a beaucoup... je me suis sentie diminuée, j'ai pris plusieurs mois,
pour me sentir bien, avoir de nouveau vraiment confiance en ce que je peux faire avec mon corps, avec mes outils. La voix, pour moi, c'est un outil pour de travail aussi. Et donc, ça a pris du temps. Et puis, le parcours de soins, il était quand même long, puisque le temps qu'on trouve que c'était vraiment l'ortho qu'il me fallait, ça a pris quand même du temps. Même si, à l'échelle d'une vie, c'est pas beaucoup, mais moi, c'était quand même 1 an et demi de soins divers et variés, où j'étais dans l'inconfort et dans la non-assurance de ne pas faire de fausse route ou autre. Donc. Oui, et puis il y a toujours cette idée de ne pas redevenir comme on était avant. Oui, voilà. Oui, complètement. Et à l'inverse, est-ce que vous avez eu des moments de fierté, justement ? Oui, déjà, quand je réussissais les exercices, ou quand je faisais les exercices à la maison avec ma famille, et que parce qu'il y avait quelque chose que j'avais du mal à tenir, il fallait tenir, je ne me rappelle plus l'exercice, il fallait tenir un certain moment, et mon fils le faisait, il tenait plus que moi, et j'essayais d'arriver à faire plus que lui, parce que mon but c'était, même si lui il n'avait pas de problématique, mais je voulais quand même performer. Donc oui, il y avait des moments où quand je réussissais super bien les exercices, où ma plus grande fierté c'est quand elle m'a dit que j'avais plus besoin de venir la voir, ça aussi. Même si ça m'a fait bizarre et que j'avais envie de continuer de la voir. J'avais l'impression que j'en aurais toujours besoin en fait. Oui. Mais elle m'a dit non, là maintenant vous maîtrisez, vous n'avez plus besoin de moi. Et qu'est-ce qui vous a aidé à toujours persévérer et à ne jamais baisser les bras ? Alors, je dirais, déjà, je suis quelqu'un qui, à l'ANIAC, je veux pas me sentir... j'espère pouvoir avoir une santé de fer longtemps. Et donc, du coup, déjà pour moi simplement, j'avais envie et besoin. Et puis pour ma famille, ce qui m'a permis de tenir, c'est ma famille, de me dire que il faut que je fasse le maximum pour essayer d'être... celle que j'étais avant. Mais je ne pense pas être celle que j'étais avant, par contre. Tout à l'heure, vous me disiez, est-ce que c'est toujours la hantise de ne pas être ce qu'on était avant ? Et finalement, je ne suis pas ce que j'étais avant, je suis mieux que ce que j'étais avant. Puisque maintenant, je sais en plus que je peux être... Quand on a 20 ans, 30 ans, des fois, tout nous sourit et donc on a l'impression qu'on est invincible. Et à 40, j'ai eu le Covid long et tous ces problèmes. Et ça m'a permis de savoir qu'il y a plein de priorités avant, plein d'autres choses. Et donc, je sors encore grandi de cette expérience finalement, même si ça a été douloureux parfois. Oui, c'est vrai que ça change la perception qu'on a sur notre vie et sur les événements. Sinon, comment vous sentez-vous aujourd'hui, justement vous avez changé votre vision sur certaines choses et qu'est-ce qui s'est amélioré ou au contraire, est-ce qu'il y a des choses qui sont un peu moins bien ? Moins bien, c'est que je ne peux pas trop chanter, parce que sinon ça peut faire mal à ma voix, donc j'adorais chanter. Mais sinon, mieux, c'est que j'ai appris à respirer avec le ventre, j'ai appris à ménager ma voix. La voix, quand on est enseignant, ou avocat, ou chanteur, c'est des outils, c'est quelque chose de très très précieux. Et c'est vrai que je l'utilisais à mauvais escient. Par exemple, quand il fait froid, j'avais tendance à ne pas forcément mettre de châle. Maintenant, je fais très attention à tous les virus, à tout. Donc, je fais plus attention à moi. Donc, c'est bien. Je m'écoute plus et j'écoute plus ma voix. C'est très positif, en tout cas. En conclusion, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui commence une rééducation orthophonique à la suite d'une paralysie de la corde vocale ou de troubles de la déglutition ? Alors, ce que je dirais, c'est que... je l'encouragerais, je dirais que c'est vraiment quelque chose qui, moi, m'a permis de me sentir vraiment mieux. J'étais déjà convaincue parce que comme je travaille dans l'enseignement sur plein de choses sur l'orthophonie et sur les bilans orthophoniques pour les enfants, j'ai découvert la partie adulte et la partie pour la rééducation de la corde vocale et pour la déglutition. Et je trouve que le travail des orthophonistes est merveilleux et ce qu'ils nous donnent et ce qu'ils nous permettent d'être après, c'est merveilleux. Donc j'encouragerais plus les personnes qui auraient besoin d'un orthophoniste. Par contre, avec regret, je dirais aussi que c'est le parcours du combattant pour en avoir un. Et oui. Et est-ce que vous auriez des conseils justement à donner à un patient qui pourrait nous écouter et qui est dans la même situation que vous étiez il y a quelques mois ? Oui, de persévérer, de demander à son médecin traitant. Il y a aussi des sites pour les orthophonistes qu'on peut trouver. Et puis sinon,
vraiment voir avec tout le cercle médical. Ça peut être si par exemple il a déjà été vu par un psychologue ou sophrologue ou paramédical ou psychomotricien, et ben, tout ça peut l'emmener vers un orthophoniste, et qu'il faut vraiment ne pas hésiter à aller dans ce sens, être suivi, parce qu'on peut penser que ça peut se régler seul, mais ça ne peut pas se régler tout seul. Est-ce que vous auriez un dernier message pour clôturer notre épisode ? Pour conclure, je remercie mon orthophoniste, Madame Dubois, qui a vraiment été là pour moi et qui est spécialiste de la voix. Il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs, ça avec regret, je constate. On m'a dit qu'il n'y en avait pas beaucoup, donc voilà. Et puis aussi, merci à vous pour votre accueil. Et puis, si plein de gens sont intéressés pour devenir orthophoniste, puisqu'il en manque, donc voilà mon message. Merci beaucoup, on arrive à la fin de notre épisode. Un grand merci à vous Corinne pour cet échange et merci d'avoir donné de votre temps pour raconter votre histoire. Merci également à nos auditeurs de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver notre podcast avec tous nos épisodes sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts et YouTube. Et n'hésitez pas à vous abonner à ce compte et à notre Instagram APO Paris pour être informé de tous nos projets. À bientôt pour un nouvel épisode de l'APO Micro.